Merci Chantal, et je tiens d'abord à remercier les membres de bureau de la Société de technologie de l'océan Indien de nous avoir invités, les deux participants de Madagascar, de participer à ce congrès. Donc toutes nos reconnaissances. Et pour ma part, donc, je vais vous parler une observation sur la peste à Madagascar. Et après, je vais parler un peu de la peste juste rapidement. Donc, la peste, c'est une zoonose due à une bactérie, l'Yersinia pestis, avec trois formes. La forme bubonique, la forme septicémique et la forme pulmonaire. C'est une urgence thérapeutique et aussi une urgence de la santé publique, car sinon, ou traitée tardivement, elle est mortelle. Le taux de létalité est de 30 à 60% pour la forme bubonique et presque toujours mortel dans sa forme pulmonaire. Donc nous rapportons notre cas pour illustrer une peste pulmonaire. Il s'agit d'une femme de 47 ans, ménagère, domiciliée en Tananarive, admise au service de pneumologie du centre hospitalier de Swavnadji en Tananarive pour une dyspnée, une toux et une hémoptysie le 10 septembre 2017. Donc l'histoire, c'est qu'après un enterrement d'un couple dans la famille, il y a eu l'apparition d'une toux avec crachat strié de sang et une fièvre non chiffrée depuis 2 jours, motivant sa consultation chez un médecin qui lui a prescrit une radiographie thoracique de face qui a montré une image de pneumonie franche lobaire aiguë droite. D'où son admission dans ce service vers 8 heures du matin. Elle n'a pas d'antécédent particulier, mais ce qui frappe, qu'il a un contexte épidémiologique. Donc, le frère de cette dame et son épouse étaient décédés successivement à Tamatave, et il a aussi sa sœur qui était avec elle lors de l'enterrement, était aussi décédée lors de son retour à Pétaf au cours du trajet. À l'examen, donc, à l'entrée, cette dame est fébrile à 38,5 degrés, présente des frissons, très asthénique, anorexique, avec une langue saburale, et elle a présenté une désaturation à 68% en air ambiant, tachycarde et dyspnéique à 24 par minute. L'examen des appareils ne montre rien de particulier, et la radiographie thoracique a montré une pneumonie franche lobaire aiguë, droite, axillaire, donc une opacité homogène dense à base axillaire et axillaire. Donc on a évoqué comme diagnostic une pneumopathie soit du lobe supérieur droit, soit une tuberculose. On a lancé quand même les examens, les bilans, et on lui a prescrit une perfusion de l'acide de l'association d'une antibiothérapie, la moxicilline acide clavulanique et la spiramycine. Et ils ont aussi donné une injection intraveineuse de méthylprédnisolone, de l'acide tranexamique, du paracétamol, un fortifiant et des aérosols de bêta-2-muétique et une oxygénothérapie. Comme évolution, il y a un appel à 14h30 pour une dyspnée et la malade a présenté une désaturation à 70%, même si elle est déjà sous 3 litres par minute d'oxygène, encore fébrile à 39 degrés et une tension artérielle à 40 mm de mercure. On lui a prescrit un macromolécule, une perfusion de paracétamol et de l'oxygène à 4 litres par minute. Il n'y a toujours aucune amélioration. Il y a un appel vers 3 heures du matin le lendemain et le malade est en état de détresse respiratoire avec 47% de saturation périphérique d'oxygène, et on a augmenté à 5 litres par minute l'oxygénothérapie. On l'a mis encore sous méthylprédnisolone, de l'épinéphrine, mais malgré la réanimation, la malade était décédée. Et comme il y a 4 familles qui ont été décédées successivement,
la famille Tamata va contacter quand même le pneumologue qui a traité le monsieur, de demander quel est le diagnostic, parce qu'il y a déjà 4 familles qui ont été décédées. Et c'est ça qui a alerté le médecin et a informé tous les responsables hiérarchiques. Et c'est à partir de ce cas qu'a commencé la riposte. Donc on a fait le prélèvement pulmonaire qui a montré un test de diagnostic rapide positif pour l'antigène F1 de l'Yersinia pestis. La PCR était positive et la culture était positive aussi, donc le diagnostic de peste pulmonaire était confirmé. Donc on a donné une chimioprophylaxie post-exposition d'oxycycline 100 mg matin et soir pour la famille en contact, pour l'entourage et pour le personnel médical. Et on a fait une désinsectisation et une désinfection des lieux. Donc voilà le cas qui a provoqué donc la riposte. On va parler un petit peu de la peste. Donc la peste, c'est une zoonose bactérienne due à l'Yersinia pestis, transmise à l'homme par la piqûre des puces de rats infectés. La caractéristique des épidémies de peste, c'est que sa capacité à s'éteindre pendant plusieurs années avant de réapparaître brutalement sous forme d'épidémie. Dans le monde, depuis de 2010 à 2015, on a notifié 3248 cas de peste humaine, dont 584 décès. Et la peste est très grave chez l'homme parce que le taux de létalité est de 30 à 60% pour la peste bubonique et toujours mortel pour la peste pulmonaire si ce n'est pas traité. Et les 3 principaux pays d'endémie dans le monde, c'est Madagascar, la République démocratique de Congo et le Pérou. Et en Inde, en 1994, il y avait une épidémie alors qu'il était indemne depuis 1966. Donc les 3 principaux pays, donc c'est Madagascar, le Pérou et la République démocratique de Congo. Pour Madagascar, donc la saison pesteuse, c'est entre septembre et avril, mais tous les ans, il y a quand même toujours des cas de peste bubonique notifiés aux environs de 500 par an pendant cette saison épidémique. Et les réservoirs des germes sont le sol, les rongeurs et les puces. Et comme vecteur, il y a les puces, il y a le Xenopsila chaopis et le Synopsilus fankerni. Et cette année, donc, l'épidémie a commencé vers la fin du mois d'août 2017. Et ce qui est grave, c'est qu'elle a un caractère urbain. Donc, c'est survenu à Tamatave et Antananarive, et aussi la forme pulmonaire. Et depuis le mois d'août jusqu'au 14 novembre 2017, on a notifié 2217 cas, dont 1717 cas de peste pulmonaire, 320 cas de peste bubonique, un cas de peste septicémique et 182 cas non précisés, et dont parmi les 2217, il y a fait 226 cas de décès, ce qui ramène un taux de létalité à 10%. Et parmi ces 2217, il y avait 259 cas confirmés, 693 cas probables et 1265 cas suspects. Comme mode de contamination, il y a d'abord les piqûres de puces infectées, la contamination interhumaine directe en cas de forme pulmonaire, et il y a des modes de contamination, mais beaucoup plus rares, par voie aérienne directe par les gouttelettes de flugue émises par certains animaux infectés, ou bien lorsqu'il y a une consommation de viande crue d'animaux infectés, ou bien au travers des conjonctives ou d'excoriations cutanées. Donc, comme cycle de la peste, il y a les puces infectées qui vont piquer les rongeurs sauvages, et ces rongeurs vont être malades et décédés. Les puces vont quitter ces rongeurs décédés, vont piquer d'autres et ainsi de suite. Et ces puces peuvent piquer les rongeurs domestiques et va entretenir la peste domestique chez les rongeurs, et
les piques des rongeurs sauvages et les rongeurs domestiques peuvent piquer l'homme, donc donnant la peste bubonique. Et si la peste bubonique n'est pas traitée à temps, va évoluer vers la peste pulmonaire, et c'est ce qu'on appelle la peste pulmonaire secondaire. Mais ceux qui sont atteints de la peste pulmonaire secondaire peuvent contaminer d'autres personnes, et c'est la peste pulmonaire primaire. Comme clinique, donc, après une incubation brève de 2 à 7 jours, il y a apparition brutale d'une fièvre, les malades sont très asthéniques, il y a des frissons, des céphalées, des douleurs, des vomissements et des nausées. On a déjà parlé qu'il y a 3 formes cliniques, bubonique, pulmonaire et septicémique. Pour la peste bubonique, donc, elle est due à la piqûre de puces infectées. Le bacille pénètre l'organisme lors de la piqûre et va atteindre le système sympathique et la multiplication dans le ganglion le plus proche. Et il y a une inflammation de ce ganglion qui devient très douloureux et c'est ce qu'on appelle le buban. Et au stade avancé, le buban va s'ulcérer, se suppurer et très contagieux. La localisation soit inguinale ou crurale, mais on peut voir aussi le buban dans d'autres aires ganglionnaires. Et il a un syndrome infectieux, il a une fièvre à 38-39 degrés, avec une altération de l'état général des signes digestifs et une obnubilation. Et cette peste pulmonaire peut évoluer donc donnant la forme septicémique, et il y a un décès rapide en 3 à 5 jours s'il n'y a pas de traitement. La peste septicémique, c'est l'évolution de la peste bubonique ou pulmonaire, ou bien s'il y a une infection directe qui va atteindre la circulation sanguine sans avoir de buban. Donc il y a un syndrome infectieux très sévère, rapidement mortel, avec une fièvre élevée à 40-41 degrés, une prostation, une défaillance multiviscérale, une manifestation myocardique, hépatite, néphrite et coagulopathie, et la peau prend une couleur violacée annonçant le décès, et c'est ce qu'on appelle le Black Death ou la peste noire. La forme pulmonaire, c'est une forme beaucoup plus rare, mais c'est très, très grave si elle survient. Donc c'est dû à la propagation d'une peste bubonique à un stade avancé, ou bien par transmission directe interhumaine. Et elle est très contagieuse, rapidement évolutive, parce que l'incubation peut se faire en quelques heures seulement, à 5 jours, avec une atteinte de l'état général, une dyspnée, une cyanose et des expectorations sanguinolentes. Et elle se présente sous forme d'une bronchopneumopathie suraiguë, d'évolution spontanément mortelle en quelques heures. Selon la définition de l'OMS, les cas suspects sont des cas de peste que la personne présente un tableau clinique évocateur de la peste avec un contexte épidémiologique favorable, c'est-à-dire qu'il a le contact de personnes infectées ou décès successifs au sein d'une même famille, une résidence ou un voyage en zone endémique, ou bien une notion de mortalité murine ou une évidence de piqûre de puce dans les 10 jours précédents. Le cas probable, c'est qu'on est devant un cas suspect avec le test de diagnostic rapide pour l'antigène F1 est positif, ou bien une sérologie positive, ou bien une PCR positive. Pour le cas confirmé, c'est toute personne suspecte de peste chez laquelle l'Yersinia pestis a été isolée par la culture, ou bien il y a une séroconversion, ou bien une association de tests de diagnostic rapide pour l'antigène F1 et la PCR positive. La définition de l'exposition, c'est que lorsqu'on est en retour, on présente les signes évocateurs de peste, lorsqu'on est en retour on ne présente pas de signes évocateurs de peste, mais on est exposé si on est de retour à une zone d'alerte épidémique, ou bien lorsqu'on est en contact avec un cas suspect, ou bien un cas probable, ou bien un cas confirmé de peste, ou bien de ces échantillons biologiques, ou bien lorsqu'il a une piqûre de puce et ou un contact avec des rongeurs en zone épidémique. Comme diagnostic, on fait des prélèvements de crachat, de sang ou de l'aspirate du buban.
Et les méthodes sont, il y a l'examen direct d'un frottis après coloration de Gram qui montre des cocobacilles Gram négatifs ou bien bipolaires en coloration de Ziemsa. Et il y a aussi le test de diagnostic rapide pour l'antigène F1 de l'Yersinia pestis, le diagnostic de Yersinia pestis par PCR, la détection de l'antigène F1 spécifique de l'Yersinia pestis par ELISA, la détection de l'anticorps anti-F1 par ELISA et la mise en culture et identification de l'Yersinia pestis. Comme traitement, l'antibiothérapie est efficace si le diagnostic et le traitement a été fait précocement, ça permet de sauver la vie. Et en cas de suspicion, il faut prendre les précautions standards systématiques, mettre un masque, un surblouse, les lunettes de protection, faire plusieurs lavages des mains avec une solution hydroalcoolique, mettre des gants stériles. Il y a les précautions complémentaires de type gouttelette pour les formes pulmonaires avec port d'un masque chirurgical dès l'entrée dans la chambre. Pour tout geste pouvant générer un aérosol comme l'endoscopie, il faut mettre le masque type FFP2 et de type contact pour les formes buboniques avec suppuration. Le traitement classique, c'est la streptomycine et le traitement moderne, ce sont les fluoroquinolones peros intraveineuses ou bien la doxycycline peros et peut être associé aux aminosides en cas de gravité. Comme prévention, il y a donc les mesures générales, mesures de lutte et de prévention. Il y a le système d'alerte avec la riposte, la surveillance épidémiologique des cas suspects, la déclaration obligatoire et immédiate d'un cas suspect et sa confirmation biologique, une chimioprophylaxie de sujets contacts, la désinsectisation immédiate et ciblée des maisons à risque, la lutte anti-réservoir et anti-vectorielle. Pour lutter ou limiter le risque d'épidémie, les mesures permanentes à prendre sont le contrôle des puces puis des rongeurs, formation des personnels de santé, la protection des personnels de santé au contact direct des patients par une antibioprophylaxie, la mise en place des structures sanitaires, en particulier de laboratoires, éducation de la population et l'application stricte du règlement sanitaire international. En 2017, donc, la chimioprophylaxie que l'on a préconisée, c'est la chimioprophylaxie post-exposition, doxycycline 100 mg 2 fois par jour pendant 7 jours. Et pour ceux qui sont à haut risque, doxycycline 2 fois par jour aussi, débuter le jour avant l'opération, pendant et 7 jours après l'exposition. Et pour les voyageurs en foyer d'endémie, éviter tout contact avec les rongeurs et de se protéger des piqûres de puces par des répulsifs cutanés. Et pour les contacts avec la peste pulmonaire, prendre une chimioprophylaxie. Il n'y a pas de vaccination contre la peste. Donc pour conclure, la peste est une zoonose due à une bactérie, l'Yersinia pestis. Il y a les 3 formes, peste bubonique, septicémique et pulmonaire. Non diagnostiquée ou traitée tardivement, elle est mortelle, mais si elle est traitée précocement, elle est curable. Il y a la prévention, la chimioprophylaxie post-exposition de l'entourage immédiat par la tétracycline ou bien les sulfamides. Il faut faire une désinsectisation, une désinfection des habitats et d'éradication. Renforcer les mesures d'hygiène et d'assainissement appropriées et faire une sensibilisation de la population sur l'hygiène. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Rouge, pour cet exposé très clair et très didactique. Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps pour quelques questions. Oui. Merci, Rouge. Je voulais poser une question sur le cycle, sur l'épidémiologie, parce qu'on disait autrefois qu'il y avait, pour expliquer ces résurgences de la peste, qu'il y avait une persistance du bacille dans le sol et un cycle endogé. C'est-à-dire qu'un rongeur non contaminé pouvait se contaminer en fouissant, en creusant son terrier. Donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, et par ailleurs, tu nous as montré qu'il y avait 1700 cas de peste pulmonaire, mais seulement 226 décès. Et tu nous as dit aussi que c'était mortel presque tout le temps. Alors est-ce que, parce que dans une épidémie, en Inde, en 1994, ça avait été le cas, il y a beaucoup de cas suspects, parce que bien sûr, tous les gens en cas d'épidémie qui ont de la fièvre et qui toussent, on les traite comme une peste de prime abord. Et après, on s'aperçoit que quelquefois, il y a d'autres diagnostics.
Est-ce que c'est le cas aussi à Madagascar? Oui, le sol donc peut être infecté pendant plusieurs années. Lorsqu'il y a des décès de peste, la bactérie peut résister pendant plusieurs années dans le sol à une température même de moins 15 degrés. Donc c'est pour cela qu'il se peut qu'il y a réémergence. Et il y a aussi le coutume malgache qui fait les retournements de mort. Donc peut-être ça coïncide toujours avec la période de retournement de mort. Et peut-être ça peut expliquer aussi cette réémergence. Et concernant 226 décès seulement, c'est vrai que c'est étonnant pourquoi il y a peu de décès. Lorsqu'on a provoqué donc la riposte, il y a l'algorithme et pour l'algorithme, on a fait comme critère les signes évocateurs, les signes infectieux et le contexte épidémique. Et dès qu'il y a ça, on traite les patients, donc il se peut qu'il y a des malades qui ne sont pas atteints de peste, mais d'autres pathologies, mais bon, il faut mieux traiter en excès que de laisser passer un cas dangereux, donc oui. Après, le problème, c'est effectivement la véracité du signalement des cas. Je ne sais pas si, François-Xavier, tu pourrais peut-être dire quelque chose, non? On ne peut pas dire ça d'après vos données. On ne peut pas dire que le taux de mortalité est de 10%. On peut dire que vous avez 240 ou 250 cas de peste confirmés, certaines. Et donc, moi, la question que je vais poser, c'est vos 226 morts, est-ce qu'ils sont quasiment tous survenus chez des pestes confirmées, certaines? Ou est-ce que vous avez eu des patients qui avaient juste une suspicion clinique et qui sont malgré tout décédés, sans confirmation? Oui, c'est vrai qu'après, on va refaire encore une étude de tous ces cas pour voir les comorbidités. Je pense que ça serait dangereux de faire passer le message qu'il y a seulement 10% de taux de mortalité des formes pulmonaires. Là, on avait et moi, j'avais une question sur le diagnostic. Vous avez dit que l'antigène F1 détecté par PCR était spécifique de la peste. Or, pourquoi, quand on a juste une PCR positive, isolément, ça ne suffit pas pour dire que c'est une peste certaine, c'est juste une peste probable? Est-ce que vous savez pourquoi? Si c'est spécifique, ça devrait suffire. Or, ce n'est pas suffisant. Vous avez bien dit que pour avoir une peste confirmée, il faut PCR plus un autre test. Il faut TDR et PCR. Il faut avoir l'isolement. Ça suggérerait que peut-être il y a des faux positifs quand vous avez dit que c'était spécifique. Donc je ne peux pas bien comprendre. Oui, moi je voudrais poser une question simple. Pourquoi que dans le cas de diagnostic que vous avez mis de l'acide amoxicilline et l'acide amylanique avec deux anti-inflammatoires, le méthylprénisolone et puis l'acide réménanique? C'est pas dans mon service, mais bon, chez nous, il y a un état de... Mais effectivement, il y avait ça où j'ai mal lu là. Non, c'est ça. Il y avait Je pense que le cas, c'est pour ça qu'on a demandé à Ronge, elle a accepté très gentiment de récupérer le cas et de nous montrer, et pour dire qu'au début, il y a eu un temps de réaction qui a été finalement long, parce que ça a été traité comme une pléopathie infectieuse, voilà, comme présentation clinique PFLA. Et puis... ces pléopathies infectieuses sont traitées par deux anti-inflammatoires. Oui, non, mais normalement, comme il y a eu des décès dans la famille, qu'on est à Madagascar, ce cas aurait dû alerter déjà épidémiologiquement. Quand on suspecte une peste, on ne fait pas de radio. Parce qu'autrement, tous les gens qui ont été en contact, la salle d'attente, les manipulateurs, il faut les traiter. Donc, mais là, la radio a été perdue. Donc, elle a été faite, mais on ne la voit pas maintenant. Mais, elle va enterrer deux personnes de sa famille. La sœur est morte, donc le médecin qui l'a vu aurait pu être alerté. Ça traduit aussi le fait que quand on est dans un pays à zone d'endémie tuberculeuse, voilà, la suspicion qui a été faite et prise en charge ici, c'était une pléopathie infectieuse à germe banal. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé en tout cas. Voilà. Là, avec l'enseignement, on en tire des enseignements, mais c'est vrai que du coup, la gravité du tableau. I don't know if our colleagues from India want to comment or if you have an experience in plague cases in your country. I have not seen any plague in the last
in the map of India, Yeah. there is a specific, the western region of India, there is a belt where you can get plague, but I have not seen a single case. Not a single one. So I'm surprised that you haven't seen these cases. Yeah. Thank you for your comment. Justement, je vais passer la parole à Claude après. On a peut-être tous été interpellés par la carte que tu as montrée, rouge. Si on a bien compris, c'était la carte de l'OMS qui signalait les zones ou les foyers potentiels. Et on a vu des zones rouges aussi en Amérique du Nord. Voilà. On avait plus de foyers que les 3 pays. Voilà, que tu as. Alors bon, c'est. Bon, tous les continents sont atteints sauf l'Océanie. D'accord, c'est la carte de l'OMS, c'est étonnant, très surprenant. Claude, tu avais une question? Merci, professeur Randreau. Est-ce que le chat ou le chien peuvent-ils être des agents transmetteurs à l'homme? Oui, c'est pour cela que j'ai parlé que ça peut être mais c'est rare, ça peut transmettre, mais ça a été signalé, mais c'est très très rare. Les rats et les chats, les chiens et les chats infectés, et c'est rare. Par les puces, on peut se dire que. Voilà, vous avez juste posé la question suivante. Est-ce que les rats infectés sont des porteurs sains ou est-ce qu'ils meurent eux aussi de la maladie? C'est l'enfant. Je voulais juste vous poser la question de savoir si les rats qui sont porteurs de la maladie, est-ce qu'ils sont porteurs sains ou est-ce qu'ils en meurent aussi? Ils en meurent. Lorsqu'ils en meurent, il y a les puces qui quittent, ils vont encore piquer d'autres, ils vont infecter, ils vont mourir et c'est le cycle. C'est pour cela que lorsqu'il y a plusieurs décès de rats, il faut se méfier. Yes, this is a question for Professor Salvi. You said that for past 15 years not seen plague, and you still have rats here? So is it a question of maybe the fleas or not is absent now? I do not know the real reason, but there are quite a few rats in India, yes. Perhaps the flea or maybe the estes, I have not seen any case. It's unusual. It's amazing, yes. It's amazing, yes. Thank you. Oui, j'ai dit au docteur professeur Salvi, parce que, étant donné qu'en Inde, il y a encore des rats, mais effectivement, depuis 15 ans, il n'a pas vu de cas de peste. Est-ce que c'est un problème des flies, des puces? Je voulais savoir si la peste était toujours classée parmi les agents potentiels de bioterrorisme. Et donc, est-ce que les gens réfléchissent à des parades à très large échelle, puisque si quelqu'un veut lâcher de la peste dans le métro, par exemple, on peut imaginer un taux d'infection important. Est-ce que les militaires, notamment, réfléchissent à ça encore? On avait eu, je ne sais plus dans quelle assemblée, il y a quelques années, un exposé de quelqu'un qui avait parlé de bioterrorisme, et a priori c'était quelque chose qui était étudié de façon très sérieuse. C'est ça la vraie menace. Très bien, sur cette note optimiste, on va terminer les sessions et on va passer maintenant au symposium. Et je suis ravie de donner la parole au professeur Bouchra Lamia,